Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit retour sur, j'allais dire, le monde réel, sur la réalité avec un avion qui existe bel et bien. Il s'agit du F-117A et pour cela je vais vous présenter deux maquettes. Voilà, donc une au 1,72 et une autre au 1,48, une première de LR, une autre de monogramme. Il y a beaucoup de choses à dire sur les maquettes, mais il y a aussi beaucoup de choses à dire sur l'avion lui-même. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être d'obtenir l'aide de mon ami Gérald. Voilà, donc je vous propose de l'appeler immédiatement. Allô Gérald? Salut Yvan, Salut, ça va? ça va, ça va. Écoute Gérald, je t'appelle pour bénéficier de tes lumières, toi qui t'y connais bien en joli avion. Ouais. Là, je suis en train de présenter des maquettes du F-117, notamment du F-117A. Et Il n'y a pas eu de B, donc ça tombe bien. bon, voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui est, je crois, un bombardier? Un bombardier. Oui, c'est ça. Il aurait dû s'appeler B quelque chose plutôt qu'F-117, en effet. Ouais. Parce que normalement, en fait, il y a des dénominations bien précises en fonction justement de la fonction de l'avion. Donc F pour chasseur, B pour bombardier. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre les ravitailleurs, c'est quoi déjà? C'est R quelque chose. Enfin, il y a beaucoup de. C'est quelque chose de bien défini. D'accord. Et donc, du coup, ce bombardier qui ne porte pas un code Bien son nom. de bombardier, il a été développé quoi dans les années 70-80 avant de. Fin 70, oui. Ouais, avant de nous parvenir pour la guerre du Golfe, en fait. C'est ça. En gros, c'est parce qu'ils avaient besoin que comment dirais-je, que les équipages puissent voler, comment dirais-je, de jour aussi, parce que jusqu'à présent, il était tellement secret que pour faire voler l'avion de nuit tout le temps, ça nécessitait une logistique qui devenait de plus en plus pénible. Et donc, ils ont commencé à faire fuiter les informations de manière plus intensive juste avant la guerre du Golfe et ils en ont profité pour montrer donc cet avion lors de cette guerre-là pour dire voilà, on a un super truc, on va tout casser avec ça. D'accord, donc il est tout carré avec des angles de partout pour Oui. Éviter de donner une surface trop, comment dirais-je, reconnaissable aux ondes radar, si j'ai bien compris. C'est ça. Et comme la puissance de développement informatique à l'époque, enfin la CAO, la conception de la forme par ordinateur, c'est la conception d'un avion, d'un appareil technique, d'un objet technique de A à Z par des ordinateurs était quand même relativement limitée à cause de la puissance de calcul de l'époque. Eh bien, plutôt que de faire des surfaces courbes complexes, parce qu'ils savaient déjà que c'était ça qui était plus efficace, ils ont préféré faire plus simple en prenant des surfaces planes, mais en les orientant de manière précise. D'accord, donc en fait, ces formes géométriques sont dues au balbutiement de la réalisation de formes sur informatique et uniquement pour ça? C'est dû à des limitations de conception, oui. Eh ben c'est fou ça. Et donc du coup, est-ce que, comment dirais-je, il ressemble pas franchement à un avion, quoi. Il n'est pas très pilotable apparemment non plus. Ah, en plus. C'est ça. D'accord. Et il m'a pas l'air de pouvoir transporter un équipage bien. Non, quoi, il est fait pour un Une pilote. seule personne. Combien? Une seule personne. Une seule personne, hein, c'est bien Ouais. ça. Donc Ouais, finalement, c'est un bombardier assez petit. il est petit il est gros pour un chasseur entre guillemets, mais il est petit pour un bombardier puisque comme il a la nécessité d'être furtif, eh ben tout ce qui est missile, etc. C'est des vu la forme que ça a un missile et surtout comme c'est circulaire, enfin comme la section est circulaire, ça réfléchit très bien les ondes radar, elles font très bien le tour pour revenir à l'envoyeur. Ce qui pose problème. Donc du coup, en fait, il faut tout cacher pour que ce soit détecté au dernier moment.
Donc du coup, les soutes sont un peu carrées. Effectivement, j'ai vu des formes un peu particulières pour la soute à bombe, mais ils ne l'ouvrent qu'au dernier moment, quoi. C'est ça. D'accord. Mais qui dit soute dit limitation, donc forcément tu as des tailles relativement importantes pour l'avion lui-même. Oui. Et tu as des limitations niveau, comment dirais-je, rayon d'action. Oui, c'est ce que j'étais en train de me demander. Du coup, vu sa taille, son rayon d'action ne devait pas être énorme non plus, quoi. Alors que la plupart des bombardiers, stratégiques en tout cas, permettaient de parcourir de grandes distances, et plus ça allait loin, mieux c'était visiblement. Notamment les B-36 et les B-52, c'était des réservoirs à essence en fait. Littéralement. Oui. Ouais. Et est-ce qu'ils n'auraient pas laissé tomber à cause de, comment dirais-je, de la précision acquise par les missiles, et parfois même par de simples bazookas? Difficile à dire, mais de toute façon, il est ravitaillable en vol, le F-117. Donc le fait que sa capacité en carburant soit relativement limitée, c'est pas faux problème. Par contre, ça le rend vulnérable aux phases de ravitaillement. Oui. Puisque forcément, là aussi, il y a une histoire, comment dirais-je, la trappe pour le ravitaillement va s'ouvrir à ce moment-là, et donc il va y avoir... Et c'est pour ça aussi qu'ils réservaient un escadron de ravitailleurs exprès pour cet avion-là et pas un autre, pour pas qu'il y ait, pour limiter la diffusion d'informations. Et pour la guerre du Golfe, du coup, ils l'ont transporté comment? Sur un porte-avions? Ils l'ont fait voler au-dessus de la Non, parce que comme sa présence était publique, ils ont profité de la base anglaise des SR-71, des avions espions, pour envoyer les avions à cette base-là. Comme ça, comme il y avait déjà un niveau de sécurité assez important déjà sur cette base-là, ça limitait ça facilitait le travail pour le faire voyager jusqu'au Golfe. Eh ben, donc ils faisaient des allers-retours Grande-Bretagne, Moyen-Orient, quoi. Les F-117, je me rappelle plus bien. Je sais que les B-52, je me rappelle que les B-52 partaient effectivement de Grande-Bretagne. Mais pour les F-117, je ne sais pas. Est-ce qu'ils avaient il me semble qu'ils avaient une base à Riyad. Je crois. Donc, ça impliquait qu'ils passent au-dessus de pays qui n'étaient pas forcément d'accord avec ce conflit. Tout à fait. Bon. C'est assez étonnant. Et puis en plus, si je me rappelle bien, au début des années 90, on a aussi quand même, mine de rien, des problèmes en Yougoslavie, quoi. Donc, oui, qui était déjà en gestation depuis très longtemps, depuis le début du siècle. Et ça n'a pas dû faciliter les choses. Enfin bon, cela dit, on va pas se plaindre que quelque chose qui soit fait pour bombarder des gens ou des lieux ait eu des difficultés à décoller, mais voilà. Enfin bon, donc c'était donc un engin supposé furtif, oui. qui a surtout été déployé visiblement pour la guerre du Golfe. Il a été utilisé longtemps ou pas? Le premier engagement, c'était à Panama, là, contre le dictateur de l'époque. 86. 86 carrément. Oui, 4 ans avant. D'accord. Donc il faisait déjà très science-fiction au milieu des années 80, et c'est peut-être explicable à ce niveau-là. Et il été utilisé donc à la guerre du Golfe et sur d'autres conflits ensuite, ou... Il a été utilisé justement en Yougoslavie. Je crois même que c'était là qu'il y a eu le premier qui s'est fait abattre. Mais c'était un avion de la fin des années 70, peu manœuvrable, au contraire des F-15, etc., qui sont pourtant leur aîné de 5 ou 6 ans, qui eux ont pu évoluer sans les contraintes de furtivité, justement. Ouais. Et puis il me semble qu'en plus le F-15 il existe en biplace aussi. Oui. Ouais. Eh oui. Et il peut transporter quand même nettement plus d'armement, et notamment de bombes. Oui, surtout la dernière version avec les fameux réservoirs conformes dont on avait déjà parlé sur une de tes vidéos. C'est des réservoirs spéciaux en fait qui épousent la forme du fuselage.
Oui, pour j'ai vu ça augmenter sur, encore la capacité. j'ai vu ça sur certaines maquettes et ça m'a fait penser à la version du F-15 qu'on voit dans Patlabor 2. Mais on s'éloigne quand même du F-117. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire de particulier sur cet avion? Déjà, tu m'avais dit qu'il n'était plus en service. C'est ça. Donc, il a eu une durée de vie assez limitée, certainement due à ses capacités justement limitées. Oui, et surtout, comme un des secrets de sa relative furtivité était le revêtement, la peinture, il y avait des coûts de maintenance qui sont quand même assez énormes. C'est toujours le cas pour le F-22 et pour le Rafale, mais c'est pas du tout la même échelle non plus. Oui. Et comme l'avion devenait de toute façon de plus en plus vulnérable, bon. Mais à la fin de la seconde guerre, après la Seconde Guerre mondiale, la carrière opérationnelle des avions, elle était de 5 ans. Hein. Faut pas. Ça dépend vraiment des époques. Là, c'était un avion le F-117, c'était un avion très spécialisé, donc qui pouvait être utilisé relativement longtemps jusqu'à ce que ce qu'ils étaient capables de faire. D'ailleurs, en 90, le programme du F-22 et son concurrent F-23 était déjà bien avancé. D'accord. Est-ce que c'était en rapport aussi avec cette espèce d'aile volante énorme? Alors du coup, j'ai jamais su si c'était une maquette qui était un délire ou si l'avion existait en vrai. Il me semble que oui. Du coup, c'est une aile volante qui m'a l'air d'être quand même nettement plus grande que ce F-117 mais qui emprunte un petit peu justement ces formes un peu angulaires. Est-ce que oui, si tu parles du B2, effectivement, voilà. Son étude a commencé il y a quelques années plus tard et son envergure c'est celle du alors c'est pas du B52 mais du DC-10. Ah oui. C'est pas le petit machin. Et lui, par contre, effectivement, avec juste 2 ravitaillements, lui, il est capable de faire le tour du monde. Carrément. Oui. C'est un bombardier stratégique et comme tel, comme le B-52, comme le B-36 avant lui, ils ont un rayon d'action monstrueux. Bon, et j'imagine que lui, il transporte des trucs un petit peu plus délicats. Tout à fait. Ça avait même fait l'objet d'un film avec Travolta, je sais même plus le nom. Mais, Exactement. Je retrouverai certainement une image là-dessus, même si de mémoire, il me semble que c'était pas vraiment la véritable aile volante. C'était pas le B2, mais bon, il ressemblait beaucoup trop pour qu'on l'identifie pas comme le B2. Quoi. Bon, écoute Gérald, merci beaucoup de toutes ces connaissances et de ce partage de connaissances. Je ferai certainement appel à toi sur d'autres vidéos quand je parlerai d'autres avions, j'allais dire du monde réel. Avec plaisir. Voilà, et j'espère qu'on parlera de tout ça avec toi. Merci. À bientôt. Et bien voilà. Donc maintenant on en sait un petit peu plus. Par contre, qu'est-ce qu'il en est pour ces maquettes? Alors vous le savez, j'aime bien les petites anecdotes et il se trouve que ces 2 maquettes ont des anecdotes. On va peut-être commencer par ça. Déjà, la première chose, c'est que cette maquette de LR qui était effectivement livrée avec des peintures et un pinceau au 1,72. Je le dis souvent, je le répète, ne partez jamais du principe que parce que vous êtes à la campagne, vous ne trouverez jamais rien. Cette maquette, je l'ai trouvée dans un Leclerc, dans le sud. Très clairement pas dans un coin avec une grande ville. C'était la période des soldes. Bon, certes, c'était il y a 6 ans, mais c'était la période des soldes. Visiblement, ils se débarrassaient des maquettes. Et je vous laisse apprécier parce que j'ai retrouvé le prix dessus. Voilà. Je l'ai acheté 2,50 €. 2,50 €. Le F-117 A au 1,72 avec de la peinture, de la colle et un pinceau. 2,50 € pour la petite histoire. J'ai même acheté en même temps une grosse boîte RoboGear et cette grosse boîte RoboGear avec des personnages, des véhicules, des robots, surtout les dioramas, c'était ce qui m'intéressait le plus. Cette grosse boîte, je l'ai eue à 5 €.
5 €. Voilà, donc profitez toujours de vos déplacements pour fureter, pour voir ce qu'il y a autour de vous. Vous ne savez jamais sur quoi vous pourriez tomber. Quoi qu'il en soit, donc cette maquette ou un 72 de LR, elle va certainement pas être faite telle quelle parce que cet avion entre guillemets ne m'intéresse pas. Enfin, plus exactement, je l'ai déjà au 144 et c'est ce que je présenterai un jour quand je me déciderai à terminer un grand projet que j'ai initié il y a des années, de présenter des avions réels au 144 et des avions fictifs, notamment de Macross, puisque comme vous le savez sans doute, le VF-17 est complètement pompé sur le F-117. Voilà, je profite du fait d'avoir la maquette à côté pour vous le montrer. Voilà, donc en fait ça pour moi c'est ni plus ni moins que ce bombardier américain. Voilà, même si c'est pas exactement les mêmes détails, c'est très clairement inspiré. Mais là, cette maquette, en fait, les pièces ne permettent pas de faire quelque chose de sympathique. Et pour tout vous dire, déjà, il y a un truc qui va pas avec cette maquette LR récente. C'est que moi, ce que j'aime bien avec les maquettes, c'est qu'on apprend des choses. Elles sont vraies, elles sont fausses, on s'en fout. Le fait est que vous avez des textes, alors parfois en français c'est rigolo parce que c'est très mal traduit, mais vous avez toujours des textes qui vous renseignent sur ce que vous avez dans la boîte. C'est pas le cas ici. LR a manqué à sa fonction, j'allais dire, donc d'information si vous voulez. Même là-dedans, il n'y a rien, il n'y a strictement rien. Il y a des explications sur comment on fait une maquette, mais sinon il n'y a que dalle. Il n'y a strictement rien sur ce qu'est ce F-117A, pas une ligne, rien du tout. Pas bien, voilà, c'est pas bien. Et sinon la maquette elle-même, elle est pas moche, mais elle va très clairement me servir pour autre chose. Je sais pas encore exactement quoi, ni comment, mais ça me viendra. En tout cas, ce que je sais, c'est que quand j'ai vu ces grappes là, j'ai pensé immédiatement à nacelle de moteur warp de Star Trek. Que ce soit là ou là, ça servira à ça. Ça c'est clair, net et précis. D'ailleurs, le cockpit en fumée c'est pas mal, mais il n'est pas terrible là. Voilà, la pièce n'est même pas protégée, alors que c'est une pièce transparente, enfin à peine transparente. Et le cockpit lui-même est pas génial quoi. D'ailleurs, entre guillemets, coucou Christophe, il me semble bien que ce kit est atteint de revélite puisqu'il n'y a pas de pilote. Voilà, il me semble aussi que la soute à bombe, tiens d'ailleurs je vois qu'il y a encore un autre morceau transparent ici, donc ça veut dire que ça a cassé. Il me semble que la soute à bombe donc effectivement ne s'ouvre pas, donc du coup il n'y a pas les bombes avec, et bon c'est entre guillemets un peu léger, mais je trouverai quoi faire avec, c'est pas un problème. Je ne manque jamais d'idées, ça fera tilt un jour ou l'autre. En tout cas pour certaines de ces pièces c'est le cas, donc c'est pas plus mal et ça me servira pour des kits bash Star Trek, ça c'est certain. C'est plus que certain. En tout cas la maquette elle-même je vous la conseille pas nécessairement. Enfin voilà la maquette monogramme au 1.48, et cette maquette là je l'ai achetée il y a des années dans une boutique qui n'existe peut-être plus, qui est du coup il me semble que c'est à côté de la mairie de Clichy ou pont de Clichy, je sais plus, en tout cas c'est à une des portes de Paris, on va dire au nord-ouest. Et particularité de cette boutique, a priori normalement elle était surtout spécialisée en tank. Et ça m'a amusé de voir que justement du coup il y avait très peu de maquettes autres que des tanks évidemment, et qu'au milieu de tout ça il y avait très clairement aussi des maquettes qui étaient, j'imagine, en dépôt-vente. Et j'aime bien Monogramme. Monogramme, ça fait partie de ces marques qui m'ont marqué, de ces marques qui ont toujours été pour moi synonymes de qualité, et qui font partie aussi des premières maquettes que j'ai fait justement au 1.48.
Et parmi les premières maquettes que j'ai fait de Monogramme en 1.48, il y avait le F16 et une sorte de prototype, je pense, du F18. Autant dire que je les ai complètement ratés. Je crois d'ailleurs que je les ai filés à un ami, Maddox, je crois. Si je les avais gardés, je pense que je les aurais transformés en Viper de Galactica. Mais cet achat, donc, d'une part, c'est un achat qui a été motivé un peu par la nostalgie, par le fait que ce soit du Monogramme, que ce soit du 1.48, mais surtout, parce qu'il y avait avec une planche de photo découpe. Et c'est complètement débile parce qu'en plus c'était surtout le grillage qui m'intéressait, alors que ce genre de grillage je peux le faire avec un truc de cuisine ou quoi. Bon, pas nécessairement de cette taille là, mais bon voilà, ça n'a pas franchement grand intérêt par rapport à ce que je peux faire maintenant, mais à l'époque ça me parlait et je me suis dit je vais me l'acheter. C'était pas bien cher, donc voilà, je l'ai pris. La maquette n'a pas l'air d'être toute jeune. Voilà, d'ailleurs vous avez ici une date 1991 pour cette maquette avec les photos du modèle monté et peint. Pas forcément avec talent, mais c'est propre et bien foutu. Voilà, vous voyez qu'il y a même une échelle pour pouvoir grimper dedans. Là, vous avez justement ce qui manque sur la version 1.72 DLR, tout simplement des explications sur ce que c'est, à la fois en anglais et en français. Voilà, je vous laisse lire si vous voulez. Et je crois qu'on a fait le tour de la boîte, donc on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Donc là, vous avez déjà de la paperasse, des décalcos. Bon, c'est vrai que c'est un avion furtif quand même, mais il n'y a pas grand chose. Vous avez 2 fois la notice. Est-ce que c'est la même? Apparemment oui. Je ne sais pas pourquoi il y a 2 fois la notice, mais encore une fois je vous le dis, hein, c'est de mémoire, il me semble que c'était des maquettes qui étaient en dépôt. Donc on commence par le cockpit. Ici, je ne vais même pas présenter le montage de la maquette LR, c'est un peu la honte, mais voilà, vous avez les trains d'atterrissage, l'espèce de exhaust assembly, comment on pourrait appeler ça en français, je ne sais plus, Gérald tu me diras. Les ailes, les trains d'atterrissage si vous le faites en position atterri, hein. Les dérives, des feux de signalisation, le pilote, pas de revélite ici. Les photos découpes, c'est donc des grilles ici et là. Clear support, alors je sais pas à quoi ça sert, est-ce que ça aide à tenir? Et voilà. Et alors c'est un gros morceau, c'est du 1.48, hein. Donc c'est pas tout petit. Mais limite si j'en fais pas donc l'avion qu'il est supposé être. Déjà là, cette forme là, contrairement à celle de LR, m'inspire un robot. Moi j'y vois bien un cockpit de robot façon Valkyrie, je sais pas pour vous, mais là je vois déjà un truc qui pourrait être sympa. Là vous avez la partie inférieure du fuselage. Les détails c'est pas ça, mais c'est pas moche non plus, hein. Puis surtout c'est de belle taille, hein. C'est vraiment très très belle taille. Je vois ici la photo découpe. Donc voilà, c'est effectivement des grilles de partout. Là, rejoignez le club de Monogramme. Ici, quelques pièces qui traînent. Donc des pièces transparentes. Les pièces transparentes ont jauni d'ailleurs. C'est la première fois que je vois ça. Si c'est de 91, ça m'étonne pas, mais c'est la première fois que je vois ça dans mes maquettes. Des fois ça indique que c'est chez des personnes où il y a par exemple des fumeurs ou trop d'humidité, trop de lumière, ce genre de choses. Moi j'adore les pilotes de Monogramme, ils sont toujours dans des poses sympathiques
Et on les dirait presque vivants. Bon là il y a un petit flash de plastique, mais c'est pas grave. Donc là encore des grosses pièces, même les trains d'atterrissage sont beaux. Je vois que une partie des trains d'atterrissage sont sur une partie de l'aile, c'est assez sympa. Et là vous avez l'échelle ou en 48 avec des petits trucs comme ça. Alors des fois quand vous avez des petites pastilles d'éjection comme ça, gardez-les. Bon là ça servirait pas pour ce que j'ai en tête, mais par exemple je sais plus dans quoi j'avais récupéré ça, je crois que c'était le Podresseur d'Anakin Skywalker, donc de la menace fantôme. Les petites pastilles avaient un bourron qui fait que en fait c'était le candidat idéal pour devenir un droïde, pour mettre le droïde manquant de l'Arc 170 de la maquette Revell de Easy Kit Pocket, et c'était juste parfait, exactement la bonne taille, exactement la bonne forme. Il manquait plus que les bras ou les jambes comme vous voulez du droïde. Donc voilà. Donc écoutez, voilà, on a fait le tour de ces maquettes, même si je n'ai pas présenté en fond cette maquette de LR, mais sincèrement elle ne le mérite pas. Je l'avais pas acheté pour ça d'ailleurs, c'était 2,50 € pour profiter des prix, mais surtout de la colle, des peintures, du pinceau et éventuellement des pièces pour faire des kits bash, très clairement. Donc écoutez, j'espère que tout de même la présentation de ces maquettes vous a intéressé. Encore merci à toi Gérald de nous avoir renseigné sur l'avion lui-même. N'hésitez pas à le remercier dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue à vous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin, avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis à très bientôt, soit pour un kit bash, soit pour un autre avion qui n'est pas de fiction.